était une fois un conte que vous croyez connaître. Une princesse, une pomme, un baiser. Mais derrière les apparences, un autre récit se cache. Car Blanche-Neige n'est pas une histoire pour les enfants. C'est une carte, un code, un rituel alchimique, un chemin que chacun de nous est appelé à emprunter. Il était une fois une goutte de sang tombée sur la neige. Un flocon, un fil, une aiguille. Une reine se penche à sa fenêtre. Elle rêve d'un enfant. Blanc comme la neige, rouge comme le sang, noir comme l'ébène. 3 couleurs, 3 mystères. Ce ne sont pas des choix esthétiques. Ce sont les codes d'un rituel alchimique. Car dans l'antique langage de l'alchimie, le noir, c'est l'œuvre au noir. La décomposition. Le blanc, c'est l'œuvre au blanc, la purification. Et le rouge, c'est l'œuvre au rouge, la lumière incarnée dans la matière. Blanche-Neige ne naît pas comme une enfant. Elle apparaît comme matière première. L'enfant, c'est vous. Enfin, celui que vous étiez avant d'oublier. Ce corps qui ne sait rien, mais pressent tout. La reine meurt. Le deuil scelle le départ. L'histoire peut commencer. Dans toute matière vivante, il y a 3 souffles, 3 présences invisibles, que les anciens nommaient le sel, le soufre et le mercure. 3 principes que l'alchimiste doit apprendre à connaître, à séparer, puis à réconcilier. Le soufre, c'est l'âme, le feu intérieur, le désir, les émotions, la colère, la peur. Le mercure, c'est l'esprit, le mouvement subtil, la pensée, le souffle, l'intuition. Le sel, c'est le corps, la matière stable, ce qui pèse, ce qui tombe, ce qui reste. Dans le conte, la reine figure l'ego dominateur. Elle veut détruire ses principes. Elle convoque un chasseur et lui ordonne de tuer Blanche-Neige. Mais pas n'importe comment. Elle exige 2 organes, les poumons et le foie. Les poumons sont le siège du souffle. En alchimie, on dit que quand on souffre, le soufre s'agite. Le foie, la foi, l'intuition, c'est l'esprit, c'est le mercure. La reine ne veut pas seulement tuer, elle veut absorber, digérer, s'approprier ce qu'elle ne comprend pas. Et alors vient le 3e ingrédient, car pour les préparer, le cuisinier a besoin d'un ingrédient supplémentaire, le sel. Et nous y voilà. Soufre, sel, mercure. Les 3 principes sont là, attaqués, déformés, détournés. Mais quelque chose résiste, quelque chose refuse de mourir. Car le chasseur désobéit. Il libère Blanche-Neige, il épargne la matière, il ouvre le chemin. La matière échappe à la mort, mais elle est seule. Blanche-Neige fuit, sans savoir où aller. Elle court, elle trébuche, elle saigne. Devant elle, les ronces lacèrent sa peau. Sous ses pieds, les pierres lui meurtrissent les os. Autour d'elle, les animaux sauvages l'observent et la laissent passer. En alchimie, c'est ici que l'œuvre véritable commence. Car l'initié ne peut franchir la porte qu'en ayant traversé les 3 règnes, le minéral, le végétal, l'animal. Ce ne sont pas des obstacles, ce sont des alliés, des miroirs. Le végétal est souple, il pousse, il s'adapte. Le minéral est solide, stable, mais froid. L'animal est instinctif, libre et parfois cruel. L'alchimiste doit faire la paix avec ces 3 règnes, les traverser, les écouter. Blanche-Neige ne combat pas, elle avance. Et dans sa fuite, elle découvre un lieu hors du monde. Une maison minuscule, étrangement ordonnée. Une table est dressée, des lits en file. Elle entre, elle respire, elle mange, elle boit, elle dort. Ce qu'elle ignore, c'est que cette maison est sacrée. Car ici vivent les 7 opérations du grand œuvre.
Et c'est à travers elle que la matière va commencer à changer. Ils sont petits, silencieux, travailleurs. Ils ne portent pas d'armure, ni de couronne. Mais sans eux, rien n'existe. On les appelle les 7 nains. Mais sous cette image naïve se cache une vérité millénaire. Ce sont eux, les gardiens de l'œuvre. Les 7 opérations alchimiques. Calcinatio, la brûlure. Solutio, la dissolution. Coagulation, la cristallisation. Sublimation, l'élévation. Mortification, la mort symbolique. Séparation, la séparation. Conjuntio, la réunification. 7 étapes, 7 mouvements de l'âme et de la matière. Mais surtout, les nains sont des mineurs. Ils creusent l'intérieur de la terre à la recherche de pierres précieuses. Et ce n'est pas une métaphore, c'est le rappel du vitriol. Visita interiora terrae rectificando, invenies occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ces nains ne sont pas à l'extérieur, ils vivent en nous. Et Blanche-Neige, en pénétrant dans la maison, entre dans le cœur de son propre laboratoire intérieur. Elle est nourrie, elle est protégée, elle est mise à l'épreuve. Car dans cette maison, chaque objet a sa place, chaque assiette, chaque cuillère, chaque verre est une porte à franchir. Blanche-Neige boit un peu dans chaque gobelet, mange un peu dans chaque assiette. Elle s'allonge sur chaque lit et ne trouve le repos que dans le 7e. Rien n'est laissé au hasard. En se nourrissant de chacun de ces petits repas, elle absorbe l'expérience de chaque opération. Elle entre dans le rythme du laboratoire intérieur. Et quand elle se repose enfin, ce n'est pas un sommeil de fuite, c'est une mise en gestation. Car après avoir été nourrie, viendra le temps de nourrir. Les nains lui posent une condition. Si tu veux rester avec nous, tu devras entretenir le foyer. Blanche-Neige accepte. Et dans ce geste simple, une inversion sacrée a lieu. La matière, jusque-là passive, devient participante, active. Elle apprend à donner. Et par ce don, elle prépare déjà sa première mort. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est le cœur du récit. Là où le conte cesse d'être une histoire pour les enfants. Il devient un rituel, un passage, une mise à mort symbolique. 3 attaques, 3 morts, 3 renaissances. Le soufre, le mercure, le sel. Rien de ce qui est vivant n'en sort indemne. La reine n'a pas disparu. Elle veille. Le miroir lui parle. Et son reflet s'efface. Blanche-Neige vit. Et dans l'ombre, la reine fulmine. Elle a perdu le soufre et le mercure. Elle veut les reprendre. Elle se déguise. Elle s'approche. Elle sourit. Première tentative. Un corset. La reine l'enlace si fort que Blanche-Neige en perd le souffle et tombe comme morte. Le soufre, c'est le feu émotionnel, le souffle intérieur. Quand il s'emballe, on souffre et l'alchimiste doit le faire mourir pour qu'il se transforme. Les nains rentrent, ils la sauvent. Blanche-Neige revient. Mais ce n'est que le début. Deuxième tentative. Le peigne. La reine revient, masquée d'un nouveau rôle. Elle coiffe l'enfant et à peine le peigne est-il posé que l'esprit s'éteint. Le mercure, c'est la pensée, c'est l'air subtil qui monte dans la tête. Elle tombe, inerte. Mais encore une fois, les nains la sauvent et ils retirent le poison. Le mercure revient à lui. 2 morts, 2 renaissances. Une reste à venir. 3e tentative. La pomme, rouge, brillante, alléchante. La reine partage le fruit en 2. Une moitié est saine, l'autre partie est empoisonnée. Blanche-Neige hésite, elle voit l'autre manger, alors elle croque. Cette fois, il n'y a pas de retour immédiat. La matière s'effondre. Le sel, le corps, le support est tombé. Et cette chute n'est pas une erreur. Elle est nécessaire. Car l'alchimiste doit faire mourir le corps, symboliquement, pour que la lumière y entre. 3 attaques, 3 principes fondamentaux, 3 morts, soufre, mercure, sel.
À chaque fois, la reine tente de voler. À chaque fois, elle échoue. Mais dans la dernière tentative, Blanche-Neige ne se relève pas. Elle ne respire plus. Elle ne pense plus. Elle attend. C'est le moment du basculement. Ce n'est plus l'histoire d'une princesse. C'est le retour dans un creuset. Et désormais, elle dort dans un cercueil de verre, au sommet d'une montagne. Car l'alchimie a besoin de silence, d'oubli et de lumière à venir. Ce chapitre, c'est un souffle retenu. Blanche-Neige ne respire plus, mais elle n'est pas morte. C'est un moment suspendu entre la chute et la lumière. Nous entrons dans ce que les alchimistes appellent l'œuvre au blanc, l'immobilité, la purification, l'attente silencieuse de la lumière qui vient. Blanche-Neige ne respire plus, elle ne bouge plus, mais elle n'est pas morte. Les nains le savent. Ils fabriquent un cercueil de verre, transparent, parfait, sans faille, et ils la déposent en haut de la montagne. Cette matière, ce corps qui a traversé la douleur, le doute, le poison, est désormais prêt à recevoir la lumière. En alchimie, c'est donc l'œuvre au blanc. La phase d'attente, de purification, le silence, après le tumulte, la neige qui tombe après l'incendie. Le cercueil de verre n'est pas une prison, c'est une cathédrale de transparence, un espace sacré. Rien ne doit troubler la matière. Elle a été séparée, dissoute, décomposée. Il faut maintenant attendre. Et alors, il vient, le prince, non pas un homme, non pas un sauveur, mais une image vivante de la lumière. Il ne tue pas, il n'ordonne pas, il demande à voir, à honorer. Et c'est dans ce geste simple, ce désir sincère, que la matière se réveille. Le cercueil vacille, le morceau de pomme est expulsé. Blanche-Neige ouvre les yeux, la lumière est entrée, le corps renaît, l'œuvre au blanc est accomplie. Mais tout n'est pas terminé. Il reste une dernière étape, il reste les impuretés. Voici la dernière étape. La reine revient une ultime fois, non pas pour tuer, mais pour être jugée. Car ce qui ne peut être transformé doit être brûlé. C'est l'œuvre rouge, le feu, le jugement intérieur, la mort des impuretés et la naissance d'un être transmuté. La lumière est entrée, la matière est pure, Blanche-Neige est ressuscitée. L'œuvre au blanc a fait son œuvre, mais il reste quelque chose. Car dans toute transformation, ce qui est purifié doit revenir à l'unité. Ce qui est impur doit mourir. L'alchimiste le sait. Il ne peut rien construire sur les scories. Il faut les brûler. Et cette part d'ombre, ce résidu, ce poison, c'est la reine. Elle revient une dernière fois. Non pas pour tuer, mais pour être détruite. Car lorsqu'elle apprend le mariage de Blanche-Neige, elle se rend au château. Et là, elle découvre un piège. Des souliers de fer, chauffés au feu rougeoyant. On les lui apporte. Elle ne peut fuir. On les lui chausse. Et elle danse. Elle danse jusqu'à la mort. Ce n'est pas une vengeance. C'est un acte alchimique. Le creuset a été porté au blanc. Et la matière impure s'agite. Elle danse. Elle lutte. Elle brûle. Et elle disparaît. Ce qui ne pouvait pas être transmuté, ce qui résistait encore à la lumière, est maintenant consumé. Alors seulement, le grand œuvre est accompli. L'union peut se faire. Le mariage peut avoir lieu, non pas entre les deux êtres, mais entre la matière et la lumière. Le rouge triomphe. Le feu ne détruit plus, il couronne. C'est la fin du conte. Mais pour l'initié, ce n'est que le début. L'histoire est finie. Et pourtant, ce n'était pas vraiment une histoire. Ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez vu, parlait peut-être de Blanche-Neige. Mais, en réalité, c'était vous, vos peurs, vos colères, vos illusions, et cette lumière, enfouie sous des couches de silence. Il était une fois une goutte sur la neige, et maintenant, il n'y a plus de reine, plus de poison, plus d'enfants. Il ne reste que vous, car Blanche-Neige n'est pas une héroïne, elle est un miroir. Le conte ne parle pas d'elle, il parle de vous. L'alchimie ne commence pas dans un laboratoire, mais elle commence
quand on se regarde, vraiment. Ce miroir que la reine interrogeait chaque jour, il vous regarde maintenant. Il ne vous dira pas si vous êtes le plus beau, la plus belle. Il vous dira, es-tu prêt à changer, à descendre en toi-même, à affronter l'ombre pour en faire naître la lumière? Ce que vous avez vu ici, ce n'était pas un récit, c'était un appel, un chemin, un symbole, une invitation à commencer votre propre grande œuvre.